Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé pratiquement 5 ans à la tête de ce département, chargé de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on pourrait retenir un peu au sein de ce département? Maintenant, même que vous me dites 5 ans, je m'aperçois à quel point le temps peut aller vite. C'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois très court lorsqu'on a un chantier comme celui que nous avons trouvé à défricher et à lancer, tel que celui du redressement de la formation professionnelle, de l'enseignement technique au service de l'emploi en Guinée. Dès le départ, il a fallu d'abord faire rapidement le tour de la question. J'ai eu la chance d'avoir affaire à des cadres compétents qui connaissent parfaitement leur secteur, peut-être qui n'avaient pas été utilisés au maximum de leur potentiel, de leur capacité, mais qui m'ont dépeint une situation certes alarmante, mais avec des axes d'amélioration évidents et des projets qui nous demandaient qu'à être relancés pour pouvoir apporter à l'enseignement technique et à la formation professionnelle cet appui indispensable à son redressement. C'est ainsi que grâce à une étude financée par l'Agence française de développement, nous avons pu déceler les besoins d'emploi dans le secteur minier, par exemple, dans d'autres secteurs connexes, et donc lancer le projet Formine où on implique le secteur privé à financer et à participer à la formation des ressources humaines dont ils vont avoir besoin. Par exemple, Rio Tinto est en train de terminer son école à Beira. Il y avait également ce projet d'augmentation des capacités d'accueil de l'enseignement technique par la construction de nouvelles écoles régionales des arts et métiers. Imaginez que pour une somme de moins de 100 000 $ américains, beaucoup moins que ça d'ailleurs, une étude qui permettait de financer la construction de 6 nouvelles écoles régionales des arts et métiers était bloquée. Le président de la République a pris sur lui-même de financer le paiement de cette étude et nous allons signer sous peu les contrats pour 6 nouvelles écoles régionales des arts et métiers financées par le Fonds saoudien et l'AMIT. Ceci vous donne une idée des premiers besoins. D'abord, faire participer le plus de professionnels possible à la formation professionnelle et augmenter nos capacités d'accueil parce que le constat était que, 1, les infrastructures étaient pratiquement toutes obsolètes, pas d'équipement adéquat pour former les gens, des programmes dépassés, très peu de financement de la formation professionnelle, une inadéquation entre la formation et l'emploi et les programmes de formation mis à disposition et un manque criard d'enseignants dans les filières les plus importantes. Voici ce qui était pour les infrastructures, avec d'autres projets de réhabilitation financés sur le BND, les écoles de Massanta, de Koba, les écoles d'agriculture, le centre de formation professionnelle de Bordeaux, celui de Donka, de Ratoma et ainsi de suite. Ceci a quand même permis d'avoir des infrastructures d'un niveau acceptable en attendant d'avoir mieux et aussi de nouer des projets, par exemple avec l'Agence française de développement pour équiper certains centres et remettre nos programmes à niveau. Nous sommes sur cette voie-là. Entre-temps, grâce à la coopération que nous avons développée avec le Maroc, nous avons pu envoyer environ 150 jeunes formateurs au Maroc pour se former et pour venir enseigner dans les écoles de formation professionnelle. Ce n'est pas suffisant, c'est pour cela que nous avons accueilli avec satisfaction le projet de recrutement de 500 nouveaux formateurs par la fonction publique et les examens devraient avoir lieu sous peu. Voilà à peu près le constat et ce que nous avons apporté pour tenir compte de tous ces éléments-là. Mais je crois que l'élément le plus important, si on devait résumer l'apport qui a été fait à l'enseignement technique, c'est cette prise de conscience collective par le gouvernement, par les partenaires, par les députés, de la nécessité de faire du système de l'enseignement technique le socle du développement. Parce que nous sommes arrivés dans un système où, en Guinée, nous avions, et nous avons toujours, même si la proportion a diminué, 16 cadres supérieurs universitaires pour un ouvrier spécialisé, ce qui est une pyramide qui n'est pas envisageable pour un pays qui veut se développer. Et donc sur cette base-là, je crois pouvoir dire que à partir d'un diagnostic très alarmant, nous sommes sur une voie, sur un processus qui permet de dire que l'enseignement technique va se relever, même si la tâche est encore très longue. Il faut encore de nouveaux centres de formation professionnelle, il faut plus de moyens consacrés au budget de la formation professionnelle, et pour ça l'État n'a pas les moyens. Il faut donc affermir le partenariat public-privé, il faut de nouveaux formateurs, et il faut ensuite que nos programmes répondent aux exigences du marché de l'emploi. En 5 ans, est-ce que vous avez eu à constater un changement de mentalité, surtout au niveau des jeunes, parce qu'on sentait par là qu'ils s'intéressaient moins aux écoles professionnelles? Tout à fait.
La preuve en a été l'engouement que nous constatons dès la deuxième année de notre prise de fonction, puisque dès la deuxième année, nous avions doublé le nombre de candidats voulant entrer dans l'enseignement technique. Aujourd'hui, nous sommes à 5 fois plus de candidats, avec une augmentation de près de 75% par an des demandes. Avant, c'était en moyenne 30% de demandes supplémentaires. Aujourd'hui, c'est 75% de demandes supplémentaires d'entrer dans les écoles de formation professionnelle. C'est parce que au début de notre mission, nous avons fait ce qu'on appelle un petit marketing institutionnel en faisant des salons de l'emploi délocalisés, en demandant aux professionnels de passer dans les médias et d'expliquer quels étaient les métiers de demain dont ils allaient avoir besoin, pour que les jeunes comprennent que l'emploi, ce n'était pas forcément en étant juriste, expert comptable, sociologue, expert mathématicien, expert en mine, mais aussi qu'on avait besoin de maçons, de menuisiers, de techniciens dans divers domaines. Ça a permis de rendre l'enseignement technique plus attractif. Aujourd'hui, on refuse du monde. Un directeur me faisait une confidence, il dit: Monsieur le ministre, avant que vous arriviez, on courait derrière les gens dans la rue pour recruter des apprenants. Aujourd'hui, nous sommes obligés de repousser du monde. Et donc, je pense que c'est encourageant pour la suite. Mais ces résultats sont loin d'être palpables pour l'instant sur le terrain. Quand on voit un peu le chômage, surtout au niveau de la couche juvénile, est-ce que vous avez des projets un peu dans le court et le moyen terme? Oui, alors, il y a d'abord le fait de les rendre employables. Imaginez-vous que, selon une étude financée par le PNUD, on a entre 35 000 et 45 000 emplois qui se perdent chaque année, en tout cas qui se perdent chaque année, et pour le moment ça va être encore le cas, pour inadéquation entre la formation et l'emploi. On formait des menuisiers, des mécaniciens, des agents hôteliers, qui n'étaient pas consommables, pour ainsi dire, par le marché de l'emploi, et très souvent, les hôtels, les sociétés de travaux publics, les sociétés de prestation de services étaient obligés de refaire toute la formation parce que celle qu'ils avaient reçue n'était pas adéquate. Pourquoi? Parce que dans les centres de formation professionnelle, la plupart des équipements avaient été cannibalisés par les différentes directions qui étaient passées. Parce que par manque de courant, on ne pouvait pas faire fonctionner certaines machines, donc faire apprendre aux jeunes concrètement ce que c'est qu'une tourneuse, une vis électrique, une scie électrique, beaucoup de choses comme ça. Parce que les programmes n'étaient pas mis à jour. Donc, tout ceci faisait que la formation ne correspondait pas à ce dont le marché de l'emploi avait besoin. Maintenant que nous corrigeons cela, il y a de meilleures approches, il y a de meilleurs ouvriers sur le marché de l'emploi, à condition bien entendu que celui-ci se développe à la faveur d'un certain nombre de projets qui commencent à se mettre en place. Et c'est le cas pour certains d'entre eux. Alors, contrairement à ce que vous dites, il y a quand même eu des créations d'emplois. Quand vous prenez la dernière étude qui est disponible, qui s'arrête en 2010 ou 2012, financée par le PNUD, en zone rurale, il y a eu quand même 266 000 créations d'emplois, en zone urbaine, excusez-moi, uniquement en zone urbaine, avec une prédominance à Conakry et beaucoup plus de femmes qui ont trouvé du travail. Il faut ensuite ajouter à cela ce qui a été créé au niveau de l'agriculture et pour lesquels nous n'avons pas de retour. Et ensuite, il faut dire, il faut aller de 2012 jusqu'à 2015, qu'est-ce qui a été créé? Certes, il y a eu un ralentissement de la croissance, donc théoriquement, on pense qu'elle est la seule créatrice d'emplois, même si cette théorie n'est plus très vraie actuellement, mais ceci étant, il y a eu quand même des créations d'emplois. Vous prenez tout simplement le dernier projet minier en date, celui de SNB à Bokeh, la société minière de Bokeh, qui aujourd'hui a recruté déjà environ 500 personnes, mais qui part sur un potentiel de plus de 3000 emplois. Et les initiatives comme ça devraient se renouveler. Quand vous constatez que, par exemple, en 5 ans, il y a eu 26 nouvelles usines qui ont été créées, alors que sur la période précédente, qui a fait 24 ans pratiquement, il y a eu 11 ans plutôt, avant, il y a eu à peine 11 usines qui ont été créées. Donc, il y a une dynamique de création d'emplois qui n'est pas encore suffisante pour absorber la grande masse de jeunes non qualifiés, et il faut appuyer sur ce terme, qui sortent. Nous parlerons plutôt de destruction d'emplois avec la fermeture de plusieurs unités industrielles. Non, quand vous faites la balance, la fermeture de certaines unités industrielles n'est pas supérieure à la création de nouvelles activités. C'est vrai, il y a eu des créations, et encore, à part celle de Fria où il y avait vraiment du monde. Vous prenez le projet, par exemple, BHP, on me cite souvent BHP, et BHP était en phase de démarrage avec pratiquement pas d'employés guinéens, au sens où on peut l'entendre pour d'autres projets comme SNB, Rio Tinto, Alcan, GAC ou AMC qui se mettent en place. Donc il y a eu plus de création d'emplois que de destruction d'emplois. Ceci est incontestable. Ce n'est pas un motif de satisfaction parce que ce qu'on cherche, le
plein emploi est une utopie, mais qu'un maximum de jeunes soient soit en activité, soit employés, soit en activité. Parce que la notion aujourd'hui se déplace de l'emploi vers l'activité. Que les jeunes ne soient pas oisifs, qu'ils se rendent utiles. Les projets de filets sociaux du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes sont significatifs. C'est un potentiel de 55 000 emplois. Rien que le projet Rio Tinto, quand il démarrera enfin, je sais que c'est la grande polémique actuelle, c'est un potentiel de 52 500 emplois directs qui, lorsqu'on les associe aux emplois indirects et induits, va jusqu'à 200 000 emplois. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes d'emploi en Guinée. La seule question, c'est est-ce que les Guinéens auront la capacité de les occuper? C'est ça le véritable challenge. Et tout porte à croire que ceux qui sortent d'une école professionnelle, croissance ou pas, projet de développement ou pas, sont capables de créer leur propre emploi. D'où cette nécessité de se rapprocher du secteur privé, du secteur artisanal, qui est celui qui crée le plus d'emplois, pour lequel nous n'avons pas de statistiques, mais tout le monde sait que c'est le secteur qui crée le plus d'emplois, pour développer ce partenariat public-privé et faire de telle sorte que plus de jeunes créent leur propre entreprise, créent des projets de développement. Je vous donne une information qui est quand même intéressante. Un expert financé par l'UNICEF vient de faire une étude sur toute la Guinée et sur l'environnement des zones minières. On a aujourd'hui une carte précise pour chaque zone de Guinée des projets d'emploi, de création de richesses possibles, que ce soit dans l'agriculture, la manutention, la logistique, la transformation des matières premières et des matières de première nécessité, avec des exemples de coopératives, de groupements que les jeunes peuvent animer et qui peuvent être financés par les micro-projets. Vous prenez aujourd'hui le projet d'une banque, je ne la citerai pas pour ne pas faire de publicité, mais c'est aujourd'hui une vingtaine d'agences de microfinance qui se sont implantées partout et prévoit d'atteindre plus de 50 agences à l'intérieur du pays en l'espace de quelques mois, avec un microcrédit qui démarre enfin et qui commence à produire ses effets. Donc le potentiel d'emploi est là et je pense que l'avenir appartient à ceux qui sauront le saisir, pas seulement en zone urbaine, là aussi le challenge, mais en allant en zone rurale où le vivier est le plus important. De 2010 à 2015, il y a eu certes une amélioration, disons, pour ce qui est de la rémunération du travail de la fonction publique, mais le manque à gagner est là et certains travailleurs se plaignent toujours de la faiblesse des ressources qu'ils reçoivent à la fin du mois. Mais en même temps, le pouvoir d'achat des Guinéens a augmenté. Exemple très simple, je vais au ministère du Commerce, on me fait un comparatif sur le sac de riz qui en 2010 coûtait 500 000 francs guinéens et qui aujourd'hui coûte entre 240 et 255 000 francs guinéens. Entre-temps, vous avez une augmentation de salaire de plus de 110%. Vous avez la suppression de l'impôt de capitation, ça concerne juste les paysans, mais c'est quand même important. Vous avez le maintien des prix des principales matières premières. Vous avez une seule augmentation de carburant après une diminution. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 8 000 francs le litre, malgré les bons que ça fait au niveau du marché international. Vous avez la subvention du prix du riz, la subvention de l'EDG encore. Donc je crois qu'on a augmenté le pouvoir d'achat du Guinéen, même s'il reste encore faible par rapport à l'environnement économique international ou sous-régional, et on a fixé un SMIC. Je crois que les efforts qui ont été faits à ce niveau ne peuvent être qu'appréciés, même si beaucoup d'efforts restent à faire pour que les Guinéens soient à un niveau de rémunération qui lui permette par exemple d'avoir un plan d'épargne, de s'acheter une maison et ainsi de suite. On n'y est pas encore, mais les efforts qui ont été faits permettent quand même d'envisager toutes ces hypothèses-là, tous ces développements du pouvoir d'achat avec optimisme, et ce qu'on a fait en l'espace de quelques années, je crois que c'est quand même quelque chose d'appréciable et que les Guinéens sauront reconnaître. De l'avis de nombreux observateurs, ces efforts n'ont pas permis encore une fois de soulager le panier de la ménagère. Et pourtant, il l'a soulagé, puisque si toutes ces mesures n'avaient pas été prises, on serait en train de payer le sac de riz à plus de 300 000 ou 400 000 francs comme ça l'était avant qu'on arrive. On aurait le prix du sac de sucre à pratiquement 500 000 francs. On aurait explosé le prix du carburant, en tout cas à une certaine période, malgré le fait qu'on continue à le subventionner, et beaucoup d'autres exemples. Donc je crois que les efforts qui ont été faits ont permis de soulager le panier de la ménagère. Maintenant, que le contexte global fasse que ce soit toujours insuffisant par rapport aux aspirations des Guinéens, on peut le comprendre. Et nous travaillons à ce que ce soit encore meilleur demain. Mais prenez aujourd'hui tout simplement l'arrivée du courant. Combien de personnes évitent de mettre aujourd'hui de l'argent dans leur groupe électrogène, arrivent à conserver du poisson, de la viande, arrivent à vendre des services qu'ils ne faisaient pas avant, arrivent à conserver, à travailler la journée plutôt que la nuit, à être plus productifs, ne serait-ce que les ferrailleurs. Donc,
l'ensemble de ces mesures a forcément amélioré le pouvoir d'achat et la productivité de certains Guinéens. Où est-ce que vous en êtes avec l'application du contenu de l'accord qui a été signé récemment avec les syndicats? Alors, nous venons d'avoir une réunion avec nos cadres pour voir à quel niveau on se trouvait, puisqu'il y a également une innovation importante dans cet accord, c'est la grille salariale qui va permettre de procéder à des augmentations automatiques lorsque les fonctionnaires changent de catégorie, de grade, d'échelon, pour qu'ils ne soient plus soumis aux aléas des logiciels de la comptabilité de la fonction publique. Et donc, nous regardons quel est le niveau d'avancement de toutes ces mesures-là. Il y a des mesures qui ont déjà été prises, l'augmentation des salaires, vous savez qu'elle était modulaire sur plusieurs mois. Il y a également le cas des retraités qu'on est en train d'analyser. Donc, sur cet accord-là, dans l'ensemble, même s'il y a quelques petits retards, nous pensons qu'il est respecté et nous souhaitons qu'il continue à l'être avec la bonne compréhension des syndicats auxquels on a demandé une trêve sociale, au moins le temps de finir avec l'élection présidentielle. Du haut de la tribune, lors de la conférence internationale sur le travail, vous étiez engagé à un certain nombre de réformes, notamment pour ce qui est de l'assurance sociale. Où est-ce que vous en êtes? Nous avons créé donc la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Elle existe virtuellement, mais en même temps sa direction a été meublée. Je crois que le conseil d'administration également. Nous avons créé l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Ce sont deux structures très importantes pour la protection sociale et nous comptons avancer en leur allouant des fonds, des crédits qui puissent fonctionner, des locaux également, et en faisant fonctionner ces différentes instances. Ça, c'est quand même, ça prend un peu plus de temps et ça demande surtout beaucoup de ressources que nous souhaitons mobiliser à la faveur de la reprise économique post-Ebola. Nous avons assisté récemment à des sortes de bisbilles entre les différentes centrales syndicales. Est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à calmer les ardeurs des uns et des autres pour qu'il y ait une certaine unité? Alors, ça c'est d'abord la responsabilité des syndicats de proclamer leur unité et de la rendre effective. Il m'a semblé que ça avait été le cas lorsque nous avons proclamé les résultats des évaluations sociales de la représentativité des syndicats. Tous les intervenants, les enregistrements existent, avaient déclaré vouloir remettre au bout du jour l'unité syndicale. C'est tant mieux. Nous, on préfère avoir un ensemble qui parle de la même voix pour ne pas se disperser, par exemple, lorsqu'il y a des négociations syndicales. Aujourd'hui, certains syndicats ne sont pas d'accord et fustigent l'évaluation de leur représentativité qui a été faite. Je peux les comprendre, il existe des voies de recours, mais cela relève pour moi plutôt du détail historique. Nous avons fait quelque chose que beaucoup de pays africains n'ont pas encore fait et qui n'avait jamais été fait en Guinée. Nous avons amené les syndicats et le patronat à commencer un processus d'évaluation de leur représentativité, de manière à ce que, lorsque la situation l'exige, on sache quel est celui avec lequel nous devons discuter en priorité. Cela a été fait. Qu'on le veuille ou pas, c'est un acquis. Maintenant, certains peuvent ne pas être satisfaits. Peut-être que le processus n'a pas été parfait. Il existe des voies de recours, mais on ne reviendra pas en arrière. La Guinée a fait un pas en avant, nous allons continuer, avec sans doute l'appui du BIT, dont nous sollicitons régulièrement les avis, pour qu'on ait un mouvement syndical véritablement représentatif, responsable et véritablement au service de la majorité des travailleurs. À l'arrivée, c'est ce qui compte. La Guinée se prépare pour l'élection présidentielle du 11 octobre. S'il est arrivé que vous soyez reconduit à la tête de ce département, quels sont vos projets dans le court et le moyen terme? Écoutez, déjà, achever ce qui existe déjà, voir ces écoles construites, ces nouvelles écoles régionales, parce qu'en plus des instituts que nous avons, nous sommes en négociation pour le financement de deux autres. Nous sommes en train de terminer sur le budget national de CFP de l'Ambanie et la coopération marocaine nous a donné une autre école pour laquelle le site est identifié. Donc, voir ces écoles construites, voir de nouveaux enseignants plus jeunes au fait des nouvelles technologies en train de commencer à travailler et continuer l'amélioration de la gouvernance en impliquant le secteur privé. Ce sont des chantiers très importants qui permettront de rendre l'enseignement technique beaucoup plus autonome sur la durée et d'avoir de véritables résultats sur le terrain en termes de qualification professionnelle. Si on atteint ces trois objectifs, je pense qu'on aura fait peut-être pas une révolution, mais un pas de géant pour la qualification des travailleurs guinéens. Merci, monsieur. Merci.